sommes des montagnards. On a l'habitude de dire que nous sommes des gens un petit peu rudes. Mais je crois que dans nos vallées, spécifiquement celles qui ont connu une industrialisation, on a aussi bénéficié de l'apport de nombreux travailleurs étrangers. Et je crois que ça nous a un petit peu enrichis. Ça nous a certainement enrichis même. Une population qui est très diversifiée. Parce que pour faire tourner ces usines, il y a eu différentes vagues d'immigration. Les Italiens, une partie du Maghreb, Algérie, Maroc. Je pense que ça, c'est un des éléments importants de notre territoire, c'est cette diversité. Les gens ici sont plutôt des travailleurs, sont plutôt des gens qui savent où sont les valeurs. J'ai été très agréablement surpris parce que c'est des gens, disons que je les ai surtout fréquentés dans le cadre de mon travail, des gens qui étaient quand même très consciencieux, qui, malgré souvent une éducation relativement sommaire, parce qu'à l'époque, malgré tout, on ne prolongeait pas ses études, qui avaient quand même un bon niveau de compréhension. Ma venue ici, essentiellement, c'est un problème de travail, mais le premier accueil est quand même très froid. C'est-à-dire que nous, on a été considérés un petit peu comme des gens qui chassaient l'ancienne entreprise. Ce ne sont pas des gens qui sont superficiels, c'est des gens qui vivent à la montagne. Les conditions de vie ont souvent été très difficiles à la montagne. Donc on acquiert la confiance et une fois que la confiance est acquise, à ce moment-là, elle est indéfectible pour le reste de la vie. Ils sont méfiants. Je pense à mon grand-père, par exemple, qui était un agriculteur, qui vivait en autarcie, presque. Il achetait le sel, c'est tout. À ce moment-là, ils vivaient par eux-mêmes, ils s'entraidaient, mais ils étaient méfiants. Et puis, comme ils ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas le reste du pays, donc ils vivaient sur eux-mêmes. En 1907, on a créé la centrale électrique de Champcenat. À ce moment-là, il y a eu un changement, pas de population, mais d'esprit, parce que les paysans qui travaillaient se sont aperçus qu'en allant à l'usine et en travaillant les champs, ils s'en sortaient beaucoup mieux. Ils avaient un salaire. Hein. Donc il y a eu un changement de mentalité. L'activité industrielle dans les Alpes a été très importante. Il y avait des possibilités de créer de l'énergie hydroélectrique très facilement. Pratiquement toutes les industries qui ont été implantées ici, c'est du fait de la présence de chutes d'eau, de cours d'eau permettant de produire de l'énergie électrique. C'est le démarrage de l'industrie dans les Alpes. Pechiney, c'était l'industrie départementale, c'était Pechiney. Quand on parlait d'industrie sur le département des Hautes-Alpes, on parlait de Pechiney. C'était la plus grande industrie qu'il puisse y avoir. Il y a eu, je crois, jusqu'à 850 personnes. On ne pouvait pas parler de l'Argentière sans parler de Pechiney. Pechiney, c'est du paternalisme quand même. Toute ma vie, je suis resté là. Et je suis rentré à Pechiney en 1946. Alors là, j'ai travaillé directement au four. Il fallait avoir des muscles, c'est tout, voilà. Il ne fallait pas, comment dire, un bagage technique puissant. Il fallait avoir honnêtement envie de travailler, c'est tout. Moi, j'étais une famille de paysans du coin et bon, ça faisait envie de travailler à Pechiney parce que, voilà. Pechiney nous logeait. On allait en vacances. Les gens qui n'étaient pas Pechiney, c'était pas méchant. Ils travaillaient la terre comme lui, c'est vrai, et nous on avait quelques avantages. On avait des cars qui nous emmenaient jusqu'à Grenoble pour les commissions d'alimentation. Des jeunes qui construisaient. Ils allaient à Pechiney, on leur prêtait de l'argent vraiment à taux zéro. Ça créait un peu une jalousie entre les gens qui n'étaient pas Pechiney, quoi, voilà.
Si vous voulez, on peut dire qu'à l'époque, il y avait une population Péchiney, une population éducation nationale, beaucoup plus petite, et le reste. Et les moyens d'existence n'étaient pas les mêmes, ce qui fait que c'était un peu séparé. Il y avait parfois un mépris, mais un peu du snobisme. Ils bénéficiaient de grand nombre de services, la crèche, les sports, des sorties, et c'était seulement ceux qui travaillaient à l'usine qui en profitaient, et les autres non. Alors du coup ça créait ça faisait une scission dans la population, où les enfants qui travaillaient à l'usine pouvaient aller faire du ski gratuitement, et les autres non. Et ça marque les gens, quand on en parle, ça sort toujours. Les gens de Péchiney étaient privilégiés, il faut savoir le reconnaître, et je crois que beaucoup de gens le disent, étaient privilégiés par rapport aux autres habitants de la commune de l'Argentière. Ça a posé quelques problèmes. Vous aviez des gens très qualifiés qui travaillaient dans les entreprises locales de maçonnerie ou entreprises de charpente, tout ça, qui partaient de ces entreprises pour venir travailler en guise de manœuvre ou d'ouvriers de base dans Péchiney, parce qu'ils étaient beaucoup mieux payés, parce qu'ils avaient beaucoup plus d'avantages. Si vous voulez, Péchiney, c'était tout. Ils ont Péchiney également en les mettant, appelons ça en pré-retraite, et en conservant leur salaire sans travailler, jusqu'au moment où ils seraient retraités, avec interdiction de travailler. C'est-à-dire que Péchiney, quand il a décidé de fermer, a dit aux gens qui avaient 50 ans, 55 ans, on va vous payer, mais vous n'allez plus travailler, vous allez être en pré-retraite. Et beaucoup de personnes n'ont pas du tout compris cette logique qui était incompréhensible pour des gens à qui on avait demandé de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup et tout le temps. C'était un traumatisme, il faut dire. Je crois que au début, c'est quand même un traumatisme. Oui. Quand je vous dis, je me suis occupé des retraites des anciens Péchiney. C'est la galère. La démolition de l'ancienne usine Péchiney, ça a été, je l'ai vécu en tant que personne extérieure, puisque je n'ai jamais travaillé à Péchiney, mais ça a été quand même, même pour moi, un moment émouvant. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé une grosse partie de la population à monter à côté du clocher des Hermes, là-haut, au-dessus de la gare, et ça dominait tout le site industriel. Le jour où ils ont miné, où ils ont démoli toute la partie nord de l'usine, ça a été quelque chose d'assez choquant pour tout le monde, quoi, pour un passage qui a marqué, disons, le renouveau de l'Argentière, mais qui a marqué aussi la fin d'une certaine époque, et d'une époque de prospérité. J'ai cru comprendre que cette fermeture s'est faite vraiment dans la douleur. Il y a eu des tensions très fortes. On a bien senti que beaucoup de gens ne voulaient pas en parler parce qu'il y avait encore du passif à digérer. Il y a quelque chose qui est très très marquant. En 89, ça a été l'année charnière parce que s'est terminée l'histoire visible de Péchiney, et à partir de là, il y a eu pour certains un gros traumatisme et pour d'autres, au contraire, une possibilité de régénération. Donc avec la disparition de cette unité paternaliste industrielle, les gens soit se sont considérés comme orphelins, soit au contraire ont dit on va reprendre notre destin en main. Tant qu'il y a eu des opérateurs comme Péchiney, il y avait des stratégies qui étaient établies au niveau de l'Europe, et je pense qu'on tenait compte de ça. Donc il y avait une lisibilité pour les industriels sur leur avenir. Et puis petit à petit, on a vu la concurrence mondiale arriver, et je crois que ce qui nous est arrivé ne pouvait qu'arriver. C'est la fin logique. Je pense que la période industrielle, pour nous, c'est fini.
Quand les retraités péchinés auront tous disparu, qu'est-ce qui va rester? Oui, qu'est-ce qui va rester? Ouais. Deux cas pour faire vivre l'Argentière, si on peut dire. Hein. Mais il y a une petite agriculture qui, elle, restera. Et après, vous avez les gens qui travaillent pour le ski, la montagne. Pour le tourisme, c'est tout. L'Argentière l'a baissé. La gare s'appelle l'Argentière Les Écrins. Les Écrins, c'est la montagne en face. C'est la porte des Écrins, c'est tout. Nous avons eu la chance que le retrait progressif de l'industrie s'est fait de manière concomitante à la montée en puissance de l'activité touristique, qui a vraiment démarré chez nous dans les années 70-80. Forcément, l'activité touristique s'est substituée petit à petit à l'activité industrielle. J'ai connu, moi, l'époque où, jeune élu, l'activité économique reposait presque essentiellement sur la présence de l'industrie. Aujourd'hui, l'activité économique repose essentiellement et presque, je dirais, uniquement sur l'activité touristique. Donc, on a bénéficié de cette période de transition au bon moment. Je crois que le lieu qu'il faut aller visiter, c'est le musée des mines et les mines d'argent. Et je crois que c'est un endroit qu'il faut absolument visiter. Ça rappelle effectivement le travail qu'il y a eu sur cette commune. L'architecture ouvrière et justement la différence entre les petites maisons des ouvriers et les grandes et belles maisons des cadres et du directeur de l'usine. Moi, je conseillerais à mes enfants de rester pour profiter du cadre de vie ici. Le plus difficile, c'est de concilier ça avec un travail, avec une activité professionnelle. Mais je pense que la priorité, c'est de vivre bien en priorité. Alors, il existe à l'Argentière un monument emblématique de l'histoire de l'industrie, c'est l'horloge des Hermes qui se trouve sur le promontoire rocheux et qui est une horloge qui est visible de tous les endroits de l'Argentière. La légende veut que dans les années 20, les ouvriers n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter des montres et donc arrivaient en retard au travail. Et il s'était allé voir le patron en lui disant « Mais nous, on n'a pas les moyens, vous ne nous payez pas assez, on n'a pas les moyens de s'acheter des montres pour arriver à l'heure. » Et le patron a dit « Je vais trouver une solution ». Et il a construit cette magnifique horloge qui permettait à toute la population ouvrière de l'Argentière d'arriver à l'heure le matin. C'est difficile de prévoir l'avenir. Vous savez, dans l'industrie, on a toujours des surprises. Pour l'instant, l'usine de plastique se maintient très bien parce qu'elle est très spéciale. Elle fabrique des plastiques à la demande, mais je suis incapable de vous dire si ça peut tenir longtemps. Je pense qu'à l'avenir, et compte tenu des moyens de communication et de la possibilité de travailler à distance, ce lieu va devenir un havre de paix pour des gens à fort pouvoir d'achat qui veulent se mettre dans des régions vraiment où la qualité de vie est maximum. C'est assez difficile, ça dépendra des choix qui sont faits aujourd'hui. Et j'espère que ces choix sera de revitaliser les centres urbains et d'éviter l'éparpillement. Donc j'espère que toutes ces zones de friche aujourd'hui seront bien réhabilitées pour faire en sorte que les gens se sentent bien en centre urbain et ne cherchent pas à s'éparpiller dans la nature. Les lieux dans 50 ans, je pense qu'on a deux lieux dont on parle. Il y a la Roche de Rame qui est une ancienne usine mais qui est excentrée de toute habitation. Donc celle-là, je l'imagine comme une zone d'activité qui puisse recueillir des entreprises locales qui sont nombreuses. Celle-là, elle est assez évidente. Voilà.
Après, ici, dans le centre-ville de l'Argentière où nous sommes, moi je l'imaginerais bien comme une zone d'activité à la fois touristique, à la fois économique, pour essayer de diversifier notre activité touristique. Je pense que si on avait un peu de vision, ou si on avait le temps de prendre le temps, il faudrait se tourner vers quelque chose d'activité touristique, d'imaginer l'activité touristique de dans 50 ans. Avec 1 million d'euros, déjà, je pense qu'on ne fait pas grand-chose. Très honnêtement, on ne fait presque rien. J'insisterai pour faire en sorte que ce 1 million d'euros soit consacré à la meilleure intégration possible du site dans son environnement. Je pense qu'un des premiers travaux à faire serait de démolir et de dépolluer le site des ex-fonderies de manière à avoir un tènement foncier, un terrain présentable à de futurs investisseurs. La première des choses, c'est à mon avis, de raser pour déjà enlever tout cet aspect vétuste et qui rappelle trop le passé. L'industrie, on pense à l'industrie toujours parce que ça a été l'essor de l'Argentière. Mais je pense que c'est le tertiaire qui marcherait mieux que disons, la production. J'ai toujours essayé d'avoir les pieds sur terre, moi. Moi, je pense que essayer de reverdir un tout petit peu cette zone, je pense qu'il y a une réflexion globale qui est à mener sur cet aménagement, mais cet aménagement qui aurait une vision plus cantonale qu'une vision locale. Je pense que je reparlerai d'activités de pleine nature. Je pense qu'on a des choses à faire parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent pratiquer des activités de pleine nature mais qui sont relativement engagés parce qu'il faut être montagnard, il faut être guide, il faut être accompagné, etc. Je pense qu'on pourrait très bien avoir des équipements ou faciliter l'accès à un certain nombre de, je pense à la pratique de la cascade de glace. Voilà, j'imagine pas un grand projet majeur mais plutôt beaucoup de petits projets qui permettraient de mettre en valeur notre territoire. 1 million d'euros, oui. Ben, je ne sais pas exactement, je n'ai pas pensé, mais j'améliorerai toujours la vie des gens. Et puis, je m'intéresserai toujours au patrimoine. Dur à répondre. Oui, c'est dur à répondre, mais on a une belle forêt. Alors, il faut s'en servir de ça aussi, vers un tourisme raisonné, on va dire raisonné, mais de pouvoir en vivre, c'est ça, que la commune puisse en vivre et faire vivre un peu des gens autour, c'est ça, mais on s'est maintenu.